On va continuer avec Thierry Toupens, qui vient aussi de Bordeaux, mais d'un autre institut de sciences moléculaires. Ça marche. Je pense qu'on va rentrer dans le domaine de la chimie organométallique. Et connaissant Thierry, on va peut-être parler un peu d'étain, mais peut-être pas. Un petit peu, oui. Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier Clément pour son invitation à parler aujourd'hui, même si effectivement je ne suis pas exactement dans la communauté Solgel, mais ce qu'on essaye de faire dans l'équipe, c'est d'utiliser des outils de chimie moléculaire pour faire des matériaux fonctionnels. Donc moi, je parlerai un peu d'application, contrairement à certains autres exposés. Et donc, mon exposé aujourd'hui se déclinera en 3 parties. Où on a développé durant les premières des années 2000 avec mon collègue Bernard Jossaume des précurseurs pour faire de la chimie des matériaux à base d'oxyde d'étain, et avec une propriété assez étonnante sur la détection sélective de gaz. Ensuite, je parlerai sur les matériaux organiques et inorganiques pour faire la conversion photovoltaïque basée sur le concept de cellules à colorant. Et enfin, je finirai sur des choses qu'on a développées ces 5 dernières années sur des hétéronanostructures pour la photocatalyse. Alors, concernant la première partie, donc, ça a déjà été mentionné ce matin par Stéphane. Donc, les matériaux hybrides peuvent être classifiés en 2 grandes familles. Les classes 1, où l'interaction entre la composante organique et inorganique est relativement faible. Et les matériaux, donc il y a beaucoup d'exemples, il y a beaucoup de précurseurs disponibles. Et les matériaux de classe 2, où il y a une liaison covalente réelle entre la composante, ou partiellement covalente, entre la composante organique et inorganique. Donc il y a des familles, alors comme l'a mentionné Stéphane ce matin, c'est surtout à base de silicium, les exemples qui ont été développés. Bon, les hormoseurs, avec les brevets Fraunhofer. Toute la chimie développée montrée par Michel Wong-Schimann aujourd'hui sur les matériaux à base de 6-sesquioxane qu'on peut synthétiser à partir de précurseurs disilylés, avec des hydrolyses soit en présence ou pas de surfactants ou tensioactifs. Alors pour les métaux de transition, en général, c'est des lésions de coordination, donc elles sont stables sur certaines gammes de pH, mais pas sur l'ensemble de la gamme de pH. Donc avec des groupements fonctionnels comme les acides carboxyliques, les acides phosphoniques, les aminoacides ou encore les bêta-dicétones. Et nous, à Bordeaux, dans la première décennie des années 2000, on s'est posé la question, est-ce qu'on pouvait développer, comme dans le cas du silicium, des matériaux avec une liaison métal-carbone stable dans les conditions Sol-Gel. Et notre exemple principal, ça a été l'étain, et on a aussi travaillé un peu sur le titane. Donc je parlerai aujourd'hui que sur l'étain, parce que c'est là où on a eu des applications les plus intéressantes. Donc ça, c'est des choses qui ont été développées avant mon arrivée à Bordeaux, dans une collaboration entre Clément et François avec Bernard Jossaume. Là, c'était de développer la chimie des organoétains pour essayer... Alors, est-ce que ça marche? Oui, c'est là. Oui, c'est là. Pour essayer de faire de la chimie Sol-Gel pour les matériaux d'oxyde d'étain. Donc la chimie des organoétains est assez différente de celle des organosiliciés, puisque le chlorure ne s'hydrolyse pas très bien. L'alcoxyde s'hydrolyse trop vite, donc on ne peut pas faire des gels ou très difficilement avec les alcoxides, et ils sont difficilement synthétisables avec des groupements fonctionnels. Donc ce qu'a développé Bernard, c'est la chimie des alcynyles organoétains, où là on a une hydrolyse intermédiaire entre les chlorures et les alcoxides, ce qui nous a permis d'introduire, donc faire des mono-organoétains, dans le cas avec différents types de fonctions, en particulier des fluorophores, ou alors des organodistanylés pour essayer de faire des matériaux, des gels par hydrolyse. Donc c'est ce qu'on a fait en milieu légèrement acide. Donc on a pu montrer que lorsqu'on a ces précurseurs distanylés, avec des groupements propines qui libèrent un gaz, donc qui ne crée pas trop de problèmes de groupements résiduels après hydrolyse, eh bien, on était capable de faire des gels après plusieurs jours de vieillissement. Et grâce à des études menées par François, on a confirmé que, on ramène du solide de l'étain, on a confirmé que la liaison étain-carbone était stable, et spécialement lorsqu'on avait un carbone sp3. C'est le cas où c'est le plus stable sur une large gamme de pH. Et ça, c'était, à notre connaissance, le premier exemple de chimie Sol-Gel avec un précurseur purement organométallique. Ensuite, on a essayé de faire non seulement des xérogels, dont on a étudié la structure, mais on a aussi de faire des films. Et par spin coating, on a obtenu des films relativement poreux, faits de petites particules d'hybride, avec une épaisseur de l'ordre de 100 nanomètres ou 150 nanomètres.
Et quand on a fait la diffraction des rayons X, eh bien on a observé un pic à faible angle qui suggère une organisation de la partie organique. Et ce qui était aussi intéressant, c'est que ces hybrides ou ces films étaient stables, enfin on a fait ça sur les xérogèles, étaient stables pendant plusieurs heures à 200 degrés. Et ça aura c'est un résultat important pour les applications en capteur de gaz que je montrerai tout à l'heure. Et donc, particulièrement dans le cas où on avait le système dibenzyle. Alors bon, on a proposé un modèle, donc c'est où on a une structure organisée, où on aurait des petites particules hybrides, où il y aurait une nanostructuration sur des longueurs de cohérence qui sont relativement faibles, des espaceurs organiques. C'est moins bien organisé que ce qu'a montré Michel tout à l'heure dans le cas de la silice, mais on a des indices par diffraction des rayons X qu'il y a une structuration à faible distance. Alors, on s'est posé la question ensuite, dans le cadre d'une collaboration avec des collègues à l'université de Darmstadt, si on pouvait utiliser ces hybrides dans le cas des capteurs de gaz. Donc, classiquement, on utilise des oxydes métalliques, donc des particules d'oxyde entre deux électrodes de platine sur un support d'alumine. Et classiquement, donc en général, quand on a un semi-conducteur de type N, la résistivité diminue, enfin la résistance diminue, en présence d'un gaz réducteur. Et puis, c'est réversible. Quand on arrête le passage du gaz réducteur, la résistance revient à sa valeur initiale. Donc, en général, la sélectivité est obtenue par l'introduction de particules métalliques dans l'oxyde d'étain, par exemple. Donc, on a essayé de faire la même chose avec nos hybrides, donc sachant que les films semblaient stables jusqu'à 200 degrés. Et de façon surprenante, ce qu'on a observé, c'est que, d'une part, ça répondait donc en présence d'hydrogène, donc gaz réducteur. On a eu, dès 40 degrés, on avait une chute de la résistance, une chute de la résistance, quelle que soit la nature de l'espaceur. Donc là, oui, le noir, c'est avec l'espaceur alkyle et l'autre avec l'espaceur avec des noyaux aromatiques en rouge. Et également, quand on faisait passer de l'oxygène sur le film, on avait augmentation de la résistance, ce qui est typique d'un système de semi-conducteur de type N. Alors, en termes de réversibilité, les meilleurs résultats ont obtenus à plus haute température, à 200 degrés. Et donc, à notre connaissance, c'était un des premiers exemples où un hybride répondait au gaz réducteur. Et à cette température-là, on n'a pas observé de réponse significative pour le monoxyde de carbone ou l'éthanol. Donc ça, c'était le premier résultat. Le problème de ces systèmes-là, c'est que les précurseurs sont relativement longs à synthétiser. Alors plus récemment, on a essayé de travailler avec des précurseurs beaucoup plus simples, donc par mono-organoétain. Donc dans ce cas-là, par hydrolyse, on obtient des films assez rugueux. Donc c'est un oxopolymère avec pas mal de résidus hydroxyle. Et récemment, avec un collègue italien, la thésarde Souchouanli a pu montrer qu'on avait une réponse à différents gaz, en particulier, donc c'était toujours sélectif, ces couches hybrides, à l'hydrogène à basse température. Et ce qui était nouveau là, c'est qu'on avait une réponse dans le cas du monoxyde, l'oxyde d'azote. Donc là, dans ce cas-là, on a une augmentation de la résistance, puisque là, on a un gaz oxydant. Donc en fait, là, le challenge maintenant, c'est de comprendre pourquoi ces hybrides répondent, sachant qu'on n'a pas vraiment des particules d'oxyde d'étain qu'on a pu détecter par aucune des techniques jusqu'à présent, et que les techniques d'analyse montrent qu'on a bien la liaison étain-carbone qui est préservée dans le matériau. Alors, certains collègues, j'ai discuté avec un collègue de Besançon, nous dit qu'effectivement, ça ne l'étonne pas, plus on a des systèmes hydroxylés, on a des réponses intéressantes au gaz à basse température. Donc là, on va essayer de comprendre ce résultat de façon un peu mieux. Donc ça, c'était sur la partie hybride classique. En parallèle, on a essayé aussi de développer, donc ça c'était parti à partir des précurseurs organostaniques avec des groupements fluoréphores, on a essayé de photosensibiliser des oxydes, parce que vous êtes sans doute au courant de la cellule à colorant développée par Michael Greitzel à l'EPFL. Donc ça, le colorant absorbe comme la chlorophylle dans la photosynthèse la lumière. Ensuite, le processus photosynthétique convertit l'énergie lumineuse en énergie chimique.
Et là, dans la cellule au colorant, l'excitation d'un électron de la bande de la HOMO du chromophore vers la LUMO permet l'injection dans la bande de conduction de l'oxyde semi-conducteur. Après, il y a diffusion de l'électron dans le film d'oxyde semi-conducteur et génération d'un courant. Et ensuite, on a une navette redox qui régénère le colorant oxydé. Donc ça marche bien uniquement si on a une couche poreuse d'oxyde métallique pour avoir suffisamment de densité de greffage de colorant et donc d'absorption de la lumière. Donc le système Grätzel classique, c'est des complexes du ruthénium de coordination avec des couches de TiO2 avec des nanoparticules de l'ordre de 20 nanomètres. Et donc dans ce cas-là, on a un greffage via une liaison de coordination entre les carboxylates ou les acides carboxyliques et la surface de TiO2. Et on a un médiateur de type iode-iodure. Alors nous, quand on a commencé ça il y a une dizaine d'années, ce qu'on voulait voir, c'est si on pouvait obtenir des bons résultats avec l'oxyde d'étain et de moduler les propriétés du chromophore à la fois au niveau de la fonction d'ancrage et au niveau des fonctions qui existent, des fonctions qui absorbent la lumière, et en particulier si on pouvait faire des chromophores organométalliques stables qui permettaient de fonctionnaliser le dioxyde de titane. Alors, pour l'oxyde d'étain, donc tout d'abord, on a travaillé avec des nanoparticules ça, il n'y a rien de nouveau, c'était une synthèse hydrothermale, un traitement hydrothermal d'un colloïde commercial, ce qui nous a permis, en optimisant les conditions, d'obtenir des particules d'environ 15 nanomètres, bien cristallisées. Dans les cellules Grätzel, on dépose aussi une couche d'oxyde de particules plus grosse pour diffuser la lumière. Et ça, pour le faire, on a utilisé un précurseur organostanique. Et dans le cas en présence de polyvinylpyrrolidone, et toujours par un traitement hydrothermal à 200 degrés, on a été capable de faire des particules pseudo-octaédriques. Donc voilà un exemple, bien cristallisé, et on va voir que ça permet de bien diffuser de la lumière et de créer de la porosité dans les films pour des cellules à colorant efficaces. Donc on a fait différents types de films, donc des films uniquement à base de nanoparticules, des petites, avec des particules diffusantes, alors soit en système bicouche, soit, dans ce cas-là, ça diffuse fortement la lumière, soit en mélangeant l'ensemble, de manière à augmenter la porosité et permettre une meilleure pénétration des électrolytes qu'on utilise dans les cellules. Donc ça a bien marché. Alors oui, on a traité ATICL4 ou non, ces couches, pour essayer, en fait, ce traitement permet de connecter les particules entre elles et diminuer la résistance de la couche poreuse. Donc avant nos travaux, les rendements étaient rapportés à 1%. Et ce qu'on a trouvé, donc, en utilisant les mêmes systèmes que ce qui était dans la littérature, c'est-à-dire un chromophore ruthénium commercial, un électrolyte iode-iodure, on a pu montrer que, effectivement, quand on commençait juste après préparation de la cellule, on avait un rendement autour de 1,5%. Et puis, avec le temps, on avait un équilibrage entre l'électrolyte et la surface qui permettait d'atteindre des rendements de l'ordre de 3%. Et il y a, en 2013, c'était quasiment le record avec de l'oxyde d'étain pur. Alors, quand on traite ATICL4, on améliore un peu les choses parce qu'on dépose un peu d'oxyde de titane et puis ça connecte bien les particules. Là, on est monté jusqu'à 4% dans ce cas-là, avec des stabilités de cellules. Donc, on utilise un joint pour éviter la fuite de l'électrolyte liquide. Et tant que le joint résiste, on a des stabilités sur à peu près un mois des cellules qu'on prépare au laboratoire. Donc ça, c'était un résultat tout à fait intéressant, en particulier parce qu'on avait réussi à augmenter le VOC, la tension de circuit ouverte et les facteurs de forme des cellules. Ce qui était aussi intéressant, c'est la stabilité sur plusieurs mois et d'atteindre 4% dans le cas d'électrodes à base d'oxyde d'étain. En parallèle, on a aussi essayé de travailler sur les chromophores. Alors je m'excuse, c'est de la chimie organique, mais pour vous expliquer comment on peut avoir une bonne cellule dans ce type de système, il faut qu'on ait une très bonne séparation de charge après absorption de la lumière entre l'électron et le trou, en fait. Donc globalement, on a une absorption de la lumière par chromophore. Il faut une fonction d'ancrage qui interagit avec les orbitales d de l'oxyde de titane pour qu'il y ait un partage de la fonction d'onde sur l'oxyde de titane pour avoir un transfert très rapide qui est de l'ordre de la centaine de femtosecondes. Un groupement attracteur pour tirer l'électron de ce côté-là, donc le cyano. Et puis un groupement donneur ici qui est en contact avec l'électrolyte pour une bonne régénération du chromophore oxydé par la navette redox.
Donc on a, bon ça j'ai résumé un peu le rôle de toutes les fonctions ici. Donc ça c'est ma collègue qui est CR dans le groupe, là, Céline Olivier, avec qui on a développé ça. Donc des chromophores tout organiques, alors en remplaçant la fonction acide carboxylique par la fonction tétrazole, parce que les fonctions aminées qui modifient l'oxyde de titane, il n'y en avait pas tant que ça. Des chromophores organiques dont je ne parlerai pas aujourd'hui, et puis des chromophores purement organométalliques avec un RU diacétylure, et on va voir que ça marche relativement bien comme transmetteur d'électrons dans ce type de système. Et c'est un des rares exemples de chromophores purement organométalliques qui marchent bien dans le cadre des cellules à colorants. Alors concernant les fonctions de greffage, donc on a soit l'acide carboxylique, donc ce qui est connu c'est l'acide carboxylique, les acides phosphoniques, les catéchols, mais il n'y avait pas trop d'exemples sur les groupements qui possèdent des atomes d'oxygène. Donc ce qu'on en a fait sur un chromophore organique modèle très simple, push-pull, accepteur donneur, eh bien c'est de comparer la fonction tétrazole à la fonction pyridine, et notre référence c'est la fonction acide carboxylique. Et un collègue là, qui fait des calculs dans notre institut, Laurent Ducasse, a pu montrer que dans le cas quand il compare l'organisation préférentielle sur un cluster modèle d'oxyde de titane, alors l'organisation du chromophore avec sa fonction d'ancrage, il montre que dans le cas de la tête acide ou de la tête cestrazole, eh bien la configuration la plus favorable en énergie, c'est celle où on a le chromophore, pas perpendiculaire, mais relativement vertical par rapport à la surface. Alors dans le cas de la pyridine, il n'y a pas d'interaction forte avec la surface. Et dans ce cas-là, il se met plan, le chromophore. Donc ça se traduit par, quand on met le groupement à fonction pyridine, il n'y a pas de variation du spectre d'absorption du chromophore greffé sur la surface de l'oxyde de titane. Par contre, dans les deux autres cas, on a un déplacement de 40 nanomètres qui traduit le changement du caractère électroattracteur du groupement, du groupement accepteur là, lorsqu'on greffe sur la silice, et donc c'est à peu près la même tendance dans le cas de la fonction acide et de la fonction tétrazole. Et donc en cellule, on a retrouvé à peu près ces résultats, c'est si on quantifie la quantité de chromophores qu'on chimisorbe sur une électrode poreuse, eh bien on a à peu près les mêmes valeurs dans le cas de la fonction acide, c'est un peu meilleur avec la fonction acide par rapport à la fonction tétrazole. Par contre, avec la pyridine, on a très peu de colorants, donc ça joue sur le courant. Vous voyez, le photocourant est très faible dans le cas de la pyridine, alors qu'il est significatif dans le cas des deux autres fonctions. Et en plus, dans le cas du tétrazole, on a une cellule qui marche quasiment aussi bien en termes de rendement, de l'ordre de 5%, eh bien, du fait d'une amélioration du VOC, parce que la tétrazole limite les recombinaisons au cours du processus. D'autre part, en termes de stabilité, les cellules se sont avérées stables plusieurs semaines, sans variation significative de l'efficacité. Donc la fonction tétrazole permet de modifier la surface d'oxyde semi-conducteur. Juste de façon anecdotique, donc on a fait aussi des colorants à base de ruthénium diacétylure. Et donc les meilleurs résultats, c'est avec ces deux colorants-là, avec des rendements de l'ordre de 7%. Et quand on fait de la co-sensibilisation, on monte à 7-5% avec ces chromophores diacétylure. Alors, ce travail-là sur les colorants nous ont ouvert des perspectives nouvelles dans la production d'hydrogène par ces systèmes à oxyde photosensibilisé, suite à une discussion qu'on a eue avec Vincent Artero du CEA, parce qu'il nous a proposé de greffer, d'introduire un catalyseur de façon par chimie de coordination à la surface du chromophore, et de greffer ces chromophores sur de l'oxyde de nickel pour être capable sous irradiation, donc le die oxydé transfère son électron vers le catalyseur, et il y a régénération du chromophore oxydé par l'oxyde de nickel. Donc là, je passe sur la synthèse, mais on a réussi à isoler cette grosse bête-là et l'obtenir pur. On l'a greffé sur l'oxyde de nickel. On a confirmé que le cobalt était présent à la surface par XPS, à la fois le ruthénium et le cobalt, alors que quand on ne fait pas la coordination du cobalt, on n'observe que le ruthénium. Et donc, Mme Chavarot et Vincent Artero, ils ont montré qu'il y avait une réponse en chronoampérométrie pour ces électrodes fonctionnalisées, avec une efficacité faradique de l'ordre de 27% quand on compare la quantité de courant
qui est passé dans la cellule et le nombre de moles d'H2 générés. Donc c'est une preuve de concept. C'est similaire à ce qui est fait classiquement en termes d'efficacité avec le même catalyseur lorsque on coadsorbe sur NiO à la fois le chromophore et le catalyseur, ce qui avait été développé dans le groupe du CEA auparavant. Enfin, si j'ai 5 minutes, je voudrais aussi vous parler, toujours dans le cadre de la production d'hydrogène, de ce qu'on développe depuis quelques années sur des particules à base hétérostructure, à base de 2 oxydes. Donc l'idée ici, c'est d'essayer de faire des particules fonctionnelles, donc des particules avec un absorbeur central qui absorbe la lumière, et puis des co-catalyseurs qui sont déposés. Et l'idée, ce serait à terme de déposer un catalyseur qui permet la réduction de l'eau et un catalyseur qui permet l'oxydation de l'eau. Le problème, c'est d'avoir une régiosélectivité de ce dépôt. Alors, ce qui a été montré depuis une dizaine d'années, ce qui a été montré, c'est que les particules avec des facettes bien définies possédaient des propriétés chimiques assez différentes. Et dans le cadre d'une collaboration avec le groupe de Wolfram et German, en travaillant sur des particules modèles d'oxyde de titane, eh bien, il a été montré qu'électroniquement également, quelle que soit l'atmosphère dans laquelle ces surfaces étaient mises en contact, on avait effectivement une bande de conduction, donc ça a été mesuré par XPS, de la face 1,01, pardon, donc la face principale est dans ce cas-là, et plus basse en énergie que la bande de conduction de la 0,01, et pareil pour les bandes de valence. Et donc, ce qui explique au niveau électronique que la phase 0,01 est le lieu plutôt de l'oxydation de précurseurs, et là, la phase 1,01, un lieu de réduction. Alors, on a essayé d'appliquer ça au dépôt de l'oxyde de nickel, qui est un oxyde relativement abondant. Donc, on a imprégné en présence d'acide borique et de chlorure de nickel, on a irradié une suspension de ces particules d'oxyde de titane. Et après calcination, on a pu montrer que l'on avait du NiO en surface de TiO2 et quasiment uniquement déposé sur la face 1,01, comme Jérôme Magimel à ICMCB nous a permis de le montrer, où on a par thème EDX, on a principalement le nickel localisé ici, et quand on fait du thème haute résolution, on voit des petites particules sur les faces 1,01 qui correspondent avec des plans atomiques qui correspondent à l'oxyde de nickel de type cubique. Alors en termes de propriétés, on s'est intéressé à savoir si dans ces systèmes on pouvait montrer qu'il y avait vraiment à l'interface entre le NiO et le TiO2, si on avait vraiment une courbure de bande qui favorise la séparation de charges en photocatalyse. Donc ça, c'est ce qui est développé par Jagerman et Andreas Klein à Darmstadt. Donc l'idée, c'est d'utiliser l'UPS pour calculer le travail de sortie de TiO2 et de NiO, d'utiliser XPS pour déterminer la position de la bande de valence de TiO2 et de NiO, et d'étudier des systèmes combinant les deux à différentes teneurs en NiO. Et là, dans ce cas-là, on observe des décalages de bandes vers les basses énergies, à la fois pour TiO2 et pour NiO. Alors dans le cas de NiO, on ne le voit qu'à partir d'un certain pourcentage de NiO. Et en combinant toutes ces données, eh bien, à Darmstadt, ils ont été capables de proposer un diagramme de bande où on a une courbure de bande vers les bases d'énergie au niveau de l'oxyde de titane qui permet d'exalter la séparation de charge dans ces systèmes. Alors, on a essayé de voir si on pouvait produire de l'hydrogène avec ces systèmes. Donc, si on compare le P25 et le TiO2 pur qu'on a utilisé avec celui où on introduit du NiO, donc on a un optimum, autour de 1% de NiO déposé pour la production d'hydrogène. Bon, ça, c'est à peu près le taux qu'on retrouve dans la littérature pour ce type de système, avec des productions raisonnables d'hydrogène. Mais dans ce cas-là, on utilise le méthanol comme agent sacrificiel. Et pour finir, donc plus récemment, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'étendre, parce que là, on travaille avec l'activation UV, donc d'étendre ça à des particules d'oxyde qui absorbent dans la lumière visible. Donc on a travaillé sur des particules de bismuth vanadate et de CuFeO2, donc c'est un des lymphocytes. Donc ça, en utilisant des méthodes hydrothermales classiques, on a été capable de faire des nanoplaquettes de ces deux types, de taille plutôt micrométrique ou submicrométrique.
L'idée étant que ce qu'on espérait faire, c'est à la fois d'avoir un système qui permet l'oxydation de l'eau et puis un système qui permet la réduction de l'eau, et d'utiliser un simulateur solaire pour faire du photodépôt de co-catalyseurs sur certaines facettes en adaptant un procédé développé par Lee et publié il y a quelques années. Donc on a déposé plusieurs co-catalyseurs, oxyde de cobalt, oxyde de nickel, de l'argent, du platine. Donc là, je vais donner surtout les résultats sur l'oxyde de cobalt, l'oxyde de nickel et le platine. Donc dans le cas de BioVO4, on a été capable de déposer sélectivement l'oxyde de cobalt sur la face 1,1,0 des particules de bismuth de nanate, quasiment rien sur la surface. Donc ça, c'est par microscopie UV. Tout ce qui est blanc, c'est là où il y a du cobalt. Tout ce qui est noir, c'est là où il y a peu de cobalt. Donc majoritairement, le dépôt, il est bien sur la face 1,1,0. Par contre, pour l'oxyde de nickel, c'est beaucoup moins régiosélectif. On le dépose un peu partout et surtout à haute teneur. Et donc là, on l'observe sur la face 0,1,0 et puis un petit peu sur les bords des faces 1,1,0. Donc là, le concept de photodéréduction, de photooxydation marche beaucoup moins bien dans le cas de l'oxyde de nickel. Pour les métaux, que ce soit l'argent ou le platine, donc là ça marche très bien sur CuFeO2. On a dépôt des particules de platine uniquement sur la face principale, la 0,001. Et au niveau de l'état d'oxydation du platine, on a principalement du platine 0 avec un tout petit peu de platine 2 sur ces systèmes. Alors on a juste commencé la photocatalyse. Donc concernant la production d'oxygène, donc en collaboration avec le docteur Junke du LICAT à Rostock. Donc sur le système sans catalyseur, on n'a quasiment pas de production d'oxygène. Sans agent sacrificiel NiO4, on n'a pas de production d'oxygène. Par contre, on a une production significative à la fois dans le cas du système avec 1% d'oxyde de nickel et avec le platine et surtout avec le cobalt, qui est le catalyseur le plus efficace. Et ces systèmes-là sont beaucoup plus efficaces que ceux rapportés par Canly il y a 4-5 ans dans Energy and Environmental Science. Ça veut dire que la façon dont on a déposé le système est tout à fait pertinente dans ce cas-là. Donc le challenge maintenant, c'est faire la même chose avec le CuFeO2 pour essayer de démontrer qu'on est capable de produire de l'hydrogène. Donc les études sont en cours. Voilà, pour finir, j'espère que j'ai été dans le temps. Pour finir, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont contribué à ce travail. Donc Bernard Joussaume pour la chimie des organostaniques, Céline Olivier pour les chromophores organométalliques, Laetitia Renard pour la partie capteur de gaz au début, Lunmila Kojokaro pour les cellules à colorant à base d'oxyde d'étain, tous les étudiants qui ont fait les chromophores, Julien Massin à Mamura, Tomofumi à Mamura, Samuel De Soula et Silu Yu, et puis plus récemment les 3 thésards qui ont travaillé sur les systèmes pour la photocatalyse. Et puis je voudrais remercier les collaborations, en particulier Alexandre Urgulo et Ralph Riedel à Darmstadt pour les études de capteurs de gaz, et Wolfram Jagerman pour les études d'XPS. Et je voudrais tous vous remercier pour votre attention.